Vous pensiez que seuls Philippe Lachaud et Jackie Chan avaient interprété le rôle de Nicky Larson sur les écrans? Pas vraiment. Retour sur presque 30 ans d'adaptation au cinéma et télévision de la plus célèbre des créations Dojo. Avant d'être le détective édulcoré du Club Dorothée, Nicky Larson, alias Ryo Saiba, était un héros de papier. C'est en 1983 que Tsukasa Ojo propose une première monture du personnage à l'occasion d'un court récit intitulé XYZ publié dans le Weekly Shonen Jump, une revue ayant pour ambition de révéler au grand public de futurs mangaka de talent et qui aura vu naître tout au long de son histoire des titres populaires tels que Naruto, One Piece, Dragon Ball ou encore un certain Cat's Eyes. Il faudra cependant attendre 1985 pour que City Hunter devienne une série régulière de 35 tomes jusqu'à l'année 1991 et un énorme carton aux millions d'éditions vendues. En grand amoureux du cinéma, Ojo a toujours souhaité voir adapter sur grand écran la plus mythique de ses créations. Mais c'est à la télévision que son univers sera retranscrit dans un premier temps, et ceci dès 1987, avec la commande d'un feuilleton télé japonais, intitulé du même nom, City Hunter, réalisé par Kenji Kodama, ayant déjà notamment bossé sur l'anime Cat's Eyes. Si à l'époque, le manga Dojo est réputé pour son aspect sérieux et noir, saupoudré de quelques notes un brin sexuelles, la version animée se voit quelque peu atténuée pour séduire un public plus large et surtout plus jeune. Ainsi, les images plus qu'explicites du manga sont réduites, quelques blagues sont soulignées par-ci par-là, et le tour était joué. C'est d'ailleurs probablement ce savoureux mélange de sérieux et comique qui fera connaître un second succès à la licence. Sans oublier les atouts du médium télé, l'animation qualitative du studio Sunrise, qui nous offrira d'ailleurs plus tard l'excellente série Cowboy Bebop, et la bande originale culte dont Get Wild, Nina ou encore Footsteps. En 1989, les pseudo-spécialistes, journalistes et politiques partent à la croisade du manga. Je n'ai pas une tête de mère la pudeur, je suis vraiment foncièrement hostile à la censure ou à l'idée de rétablir un ordre moral. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Merci de votre témoignage. Les spectateurs français rencontreront Ryo Saiba sous ce format dans une version d'autant plus légère qu'intitulée pour l'occasion Nicky Larson est diffusée dans le célèbre Club Do de TF1. Ryo ou Nicky devient alors un détective privé et non plus un nettoyeur ou bodyguard à ses heures perdues. Plus de clubs de striptease, mais des restaurants végétariens. Laissez-moi tranquille, après ce qui s'est passé, la vie n'a plus d'intérêt, je veux mourir. Plus aucune trace de nudité et des dialogues assez ridicules, mais hilarants sont au programme de ces 140 épisodes. Il en perd sa bouboute, Au Japon, Akira Kamiya prêtera sa voix au personnage de Ryo Saiba. On lui notera une filmographie déjà bien riche à l'époque, avec les non moindres célèbres Space Battleship Yamato, Astro Boy, Albator ou plus tard Détective Conan et Senseiya. A noter que Akira Kamiya reste jusqu'à aujourd'hui le seul acteur à doubler le personnage au Japon. En France, AB Productions fait appel à Vincent Ropion. En 1989, alors que le feuilleton bat son plein, City Hunter s'offre le luxe d'une première adaptation au cinéma, mais toujours en animé, à travers un film intitulé Amour, Destin et Magnum 357. Dans la lignée de la série télévisée, cette première tentative de bonne facture s'apparente bien plus à un gros épisode bonus qu'à une réelle tentative cinématographique. Deux autres adaptations du même acabit suivront peu de temps après. Bay City Wars, un die-hard à la sauce City Hunter, et Complot pour $1 million, cette fois-ci aux couleurs très James Bondiennes. Deux films qui n'obtiendront pas de réelle sortie cinéma et qui devront alors directement passer par la case VHS ou Laserdisc. A l'époque, ces trois films sont toujours réalisés par Kodama et produits par Sunrise. En 1991 sort une première dite tentative live de City Hunter, déjà non officielle et pas franchement assumée par le réalisateur ou par la production, Savior of the Soul. Mélange de tout et n'importe quoi, le long métrage se calque sans complexe sur la création Dojo. Décor ultra cheap, photographie très cartoonesque, jeu d'acteurs tout juste caricaturé, le film est un énorme délire de l'époque étrangement réussi.
Sans être un vrai film City Hunter, Savior of the Soul emprunte bien trop d'attrait au matériel d'origine pour être jugé comme un curieux hasard. Le personnage féminin principal sera même nommé Kaori dans les sous-titres de la version VHS. Fort de son succès, nul doute que ce Savior of the Soul poussera les producteurs à plancher sur la terrible et malheureuse adaptation de 1993. City Hunter pour les uns, Nicky Larson avec un I pour les autres, c'est Jackie Chan qui campe le rôle de Ryo Saiba. À l'époque superstar mondiale du cinéma d'action asiatique, Chan, en bon communicant, sonde ses fans sur ses potentiels projets, qui l'adoubent sans conteste comme le meilleur des acteurs à pouvoir camper le rôle du City Hunter. Doté d'un budget non négligeable, le tournage hongkongais de City Hunter réalisé par Wong Jing débute en mars 1992 avec un scénario qui ne cessera de changer au fur et à mesure des jours et humeurs. Quant à la mise en scène, elle sera sans fin, allant jusqu'à 6 semaines de captation pour des séquences d'action. Le rôle de Ryo est alors transformé pour mettre en valeur les prouesses techniques de Chan, et c'est à peu près tout. Quelques clins d'œil par-ci par-là, une rapide veste bleue, la mini aperçue au fin fond d'un garage, le marteau balancé pour faire plaisir aux quelques fans, bref, ça s'arrêtait à peu près là. Côté scénario, c'est assez simple. Ryo part à la recherche d'une certaine Caroline, fille d'un riche homme d'affaires. Et en pleine enquête, Nicky se retrouve alors sur un paquebot de croisière pris en otage par de dangereux pirates. Là aussi, c'est à peu près tout. On tentera alors d'oublier la chanson titre du film malheureusement fredonnée par l'ami Jackie. Des comédiens occidentaux complètement paumés, claqués par des scènes d'action quasi corps à corps et ne semblant pas garder un très bon souvenir des comédiens asiatiques. On oubliera aussi la curieuse apparition de Komiko Goto, idole pop des japonais au milieu des années 80, ou du bêtisier des cascades loupées en fin de générique. Non, on se contentera de cette scène d'action digne d'un gros délire sous acide rendant quelque peu hommage au jeu vidéo populaire Street Fighter. Jackie Chan se transformant en Chun-Li dans une salle d'arcade, c'était quelque chose. Devenant le 5e plus gros succès à Hong Kong cette année-là, le film ne sortira pas pour autant sur nos écrans et sera directement édité en VHS. La même année sort étrangement sur les écrans un certain Madame City Hunter. Là aussi, sans véritable crainte d'être poursuivi ou remords de copyright. Une pirouette commerciale et marketing qui s'arrêtera à peu près au titre, quoique écoutez un peu ça. Yang Ching, interprétée par Cynthia Khan, une flic hors pair, karatéka et à la gâchette facile de la police de Hong Kong, tue l'un des membres du gang des 5 doigts. Inquiet et amoureux d'elle, son chef décide alors de la faire protéger par un ami détective privé qui vit avec la sœur de sa défunte compagne. Malheureusement pour Ching, son papa vient de tomber sous les griffes de Madame Hung, ancienne amante du chef du gang des 5 doigts. On ne va pas se mentir, les quelques similarités du pitch sont quelque peu empruntées à City Hunter. Malgré tout, scénaristiquement, le film est aussi vide qu'un épisode de série télénovelas. Les scènes d'action quant à elles vaudront peut-être le détour si vous avez 5 minutes à perdre entre 2 épisodes d'Hélène et les garçons. Voilà donc une pseudo-histoire de vengeance à la sauce Veuve Noire qui plaira probablement aux amateurs de curiosité d'Hong Kong. 3 ans plus tard, Jun Man-yuan prend le risque d'une adaptation non officielle, mais tellement plus réussie et fidèle à l'œuvre originale qu'elle en est quasiment devenue culte au fur et à mesure des années. Des nouvelles de Mumble? Toujours rien, inspecteur. Débrouillez-vous pour en avoir. Mr. Mumble ou Mengbo, City Hunter 2 pour certains, cette adaptation obscure n'aura probablement vu le jour dans certains pays que sous forme de bootleg ou de vidéos pirates. Ryo Saiba devient alors Mr. Mumble, incarné sous les traits de Michael Cho, un tireur d'élite des Tigres d'Hong Kong, bien plus occupé à draguer des jeunes filles qu'à traquer les criminels, au point même de se faire virer. Mumble croise alors sur son chemin une jeune fille poursuivie par la mafia. Aux côtés de ce qui s'apparente très concrètement au personnage de Mammouth, il part en quête pour la protéger tant bien que mal. Pas mal tes fringues, c'est un souvenir de maternelle? T'occupe. Allez, Aucun nom n'est en commun avec le manga d'origine, Mammouth se transformant en Le Gros, Psycho en Lachi. Malgré tout, du pitch de départ aux traits de caractère des personnages, en passant par les aspects graphiques de l'anime et du manga, tout est plutôt respecté à la lettre et intelligemment adapté pour plaire à la fois au grand public et aux fans de la première heure.
Mais si Mr. Mumble n'obtient pas le cachet officiel du film, il n'accède pas non plus à un budget digne de ses ambitions, et en toute honnêteté c'est franchement dommage. Venez, on va prendre un petit déj. Ah, je suis désolée. Moi, les petits déj, ça me fait gerber. Bye. Hormis ces 2 tentatives live, City Hunter se verra bien mieux traité en animé au cours des années 90. Un premier téléfilm est diffusé au Japon, Service secret, encore une fois réalisé par Kodama et produit par Sunrise. Parfait point de départ pour n'importe quel néophyte de cet univers, en adéquation à la fois avec l'animé et le manga d'origine, le film offre une richesse de scènes d'action bien ficelées, le drama nécessaire et la dose de comique qu'il faut au spectateur. Goodbye My Sweetheart, cette fois-ci réalisé par Kazuo Yamakazi en 1997, suivra la mouvance. Et en 1999, la mort de City Hunter ou Death of the Vicious Criminal Ryo Saiba de Masaharu Okuwaki, réalisateur à la carrière éclectique, bouclera cette trilogie. Il faudra alors attendre quelques années pour revoir adapter Ryo en version live, mais cette fois-ci sous forme de drama. Le premier d'entre eux, sud-coréen, sort en 2011 au nombre d'une vingtaine d'épisodes de 65 minutes avec Lee Min-ho et Park Min-young. Sous fond d'attentats, de crises et putsch politiques entre les deux Corées en plein milieu des années 80 jusqu'à une époque plus contemporaine, City Hunter ressemble bien plus à une histoire de vengeance qu'à un polar. Loin d'être pour autant mauvais, cette version 2011 offre malgré tout un récit intéressant qui met en haleine le spectateur, offrant une chouette mise en scène et interprétée par une brochette d'acteurs prenants. On ne s'ennuie pas, on s'attache aux personnages et à la dynamique. La série d'ailleurs remportera un certain succès critique auprès du public et des professionnels, mais encore une fois, la similarité entre ce drama et le manga est de l'ordre du quasi-néant. Jin Hyuk nous offre en réalité son point de vue, sa vision du personnage, et avec un peu de recul, le principe d'adaptation se joue aussi de cette manière. C'est au tour des Chinois de retranscrire l'univers Dojo via le même format, et là encore une fois, c'est assez étonnant, voire déroutant. En dehors de l'exercice très particulier qu'est le drama asiatique, celui-ci a la particularité de se dérouler dans les années 20 ou années 30 durant la grande époque de la République de Chine. En ruine après la guerre, la Chine vit une période de turbulence et une criminalité répandue dans les rues. Après que sa famille ait été assassinée devant ses yeux, le jeune Xiao se jure de mettre en lumière la vérité et aider les plus opprimés. Et de là, Xiao rencontre une équipe de futurs héros hors du commun, maîtres en arts martiaux, en séduction ou en déguisement afin de rendre justice. Un point de vue qui sur le papier pourrait paraître intéressant mais qui s'avère en réalité nullement nécessaire ou captivant. On souhaitera alors davantage se souvenir du drama japonais de 9 épisodes intitulé Angel Heart qui aura la particularité de s'intéresser bien plus au manga éponyme. Mais là encore une fois, si l'histoire est assez fidèle au matériel d'origine, le budget du format ne permet clairement pas une exploitation et exploration fidèle de l'univers. Difficile d'adapter Ryo Saiba sans offrir aux spectateurs des scènes d'action dignes de ce nom. Angel Heart se verra d'ailleurs aussi adapté sous le format animé dès 2005 dans une série bien plus qualitative et fidèle de ce spin-off ou suite de City Hunter. En 2017, c'est donc le réalisateur français Philippe Lachaud qui annonce écrire et réaliser une nouvelle adaptation live, cette fois-ci destinée au cinéma. Intitulée Nicky Larson et le parfum de Cupidon, celle-ci souhaite clairement rendre hommage au dessin animé diffusé au Club Dorothée et à toute une génération bercée par les années 90. Et n'en déplaise aux fans, ce Nicky Larson semble être à ce jour la meilleure des adaptations au cinéma de l'œuvre Dojo. Graphiquement fidèle, de la tenue jusqu'au décor en passant par les codes du genre, avec le marteau, le corbeau, les musiques, scénaristiquement en adéquation avec la mouvance du feuilleton animé, Philippe Lachaud offre au public une retranscription, ne mettant pas pour autant de côté les spectateurs néophytes et jouant avec les fans de la première heure via de nombreux clins d'œil délicieux. C'est à la même date que sortira au Japon un tout nouveau film animé, City Hunter The Movie Shinjuku Private Eyes. Annoncé comme beaucoup plus mûr et moderne dans son animation, le métrage mettra en scène l'une des précédentes créations Dojo, les Cat's Eyes.
Ryo Saiba, Nicky Larson n'a pas été l'icône de pop culture la plus soignée sur les écrans. Et si ce détective nettoyeur aux faux airs de Clint Eastwood et James Bond est une figure majeure de la littérature graphique japonaise, il ne bénéficiera pas non plus de la bonne volonté de ces cinéastes pour être adapté avec respect au cinéma. Nul doute que les univers de Tsukasa Ojo reviendront sous une forme ou une autre, en Asie, en Europe ou aux États-Unis. Quoique, là on vient de se souvenir de l'adaptation live de Dragon Ball par les Américains et on préfère éviter.